Bienvenue au deuxième épisode du Greenec Podcast, l'art numérique. Cette semaine, on reçoit Christopher Durham, spécialiste en mécanique des roches. On va pouvoir faire la différence entre la géologie et la mécanique des roches, de contraintes de roches, de failles. On va parler d'événements sismiques, on va parler d'élasticité des roches. Et surtout, on va parler du data futur et on va parler de nos jeunes et l'impact qu'ils vont avoir sur notre interprétation de la donnée. Manquez pas ça, on passe ça. Merci beaucoup de l'écoute. Podcast, l'heure numérique. Ready to go? Yeah, boy. OK. Bon, salut tout le monde. Bienvenue au Crinec Podcast, l'art numérique. Aujourd'hui, on reçoit Christopher Durham. Petite présentation, en fait, des premiers pas, en fait, avec tout ce qui était le Big Data et la Data Science, c'est venu de Christo, en fait. Fait que pour moi, c'était les premières fois que j'ai vu justement là, des grands scripts à rien comprendre, sauf la personne qui les a fait. Puis ouais, ça m'a toujours vraiment impressionné. Fait qu'aujourd'hui, on va voir un peu là, son parcours, comment que ça y a amené à aller apprendre toute cette science du data-là, puis comment il utilise maintenant le data avec son travail, puis après ça, on va voir là, un peu là, sa vision future du data. Fait que, on part avec ça. Salut Christo, ça va bien? Salut tout le monde, salut Yannick. Ça va bien, ça va bien. Merci de me recevoir au podcast. Bien, bien heureux de parler de data avec toi. Ouais, super. Fait que pour commencer, là, justement, là, dans le fond, toi, tu travailles au niveau un peu plus là, de la mécanique des roches, puis dans l'industrie minière. C'est par où que ça a commencé, en fait, là, pour t'emmener aujourd'hui à faire ton travail, en fait? Ben, ça partit de très jeune que j'aimais beaucoup la roche. Puis ça a l'air que j'aimais quand même les maths aussi. Fait que mon parcours était quand même assez simple, là. En fait, était assez simple. Je voulais fort probablement aller en génie. Puis j'aimais bien les roches, mais la géologie, je trouvais que c'était trop abstrait. Fait que j'étais là. On avait un oncle qui était ingénieur minier, puis à un moment donné, il m'a juste dit là, pourquoi tu viens pas en mine? Fait que j'étais allé en mine, puis ça s'est avéré que j'ai adoré le domaine. Ouais. Puis une mine, c'est comme un peu comme un petit village, un petit monde qui a besoin de tous les types de génie, qui a besoin de tout au final. Fait que ça s'avérait que vu que j'aime beaucoup de choses, ben, je m'y plaisais bien, puis comme ingénieur minier, ben, fait que c'est à partir de là. J'ai fait mon cours en Hey, génie minier. ouais. Puis j'ai juste une question. Parce que tu as dit comme que la géologie, c'était trop abstrait. Puis c'est parce que ça me semble être beaucoup d'interprétations, justement, la mécanique, puis des roches, puis tout ça. Fait que, est-ce que tu as fini par te retourner vers l'abstrait Ouais, ou exactement. Avec plus tard, parce qu'initialement, la géologie, il n'y avait pas beaucoup de mathématiques. Ben, il y en avait un peu, ça reste une science pareille, mais c'était beaucoup moins que le génie, où c'est beaucoup plus physique, chimie, tu sais, dans le fond, tout ce qui est le génie, toute la physique, la physique des matériaux et tout. Et tout. Fait que ça, c'était vraiment beaucoup plus appliqué versus la géologie que, oui, c'est une science, mais ça reste que c'est un matériel. La roche, c'est un matériel qui est très complexe, mais il y a toujours eu en arrière le fait que j'adorais la roche, comprendre comment que la roche, elle se fracture, comprendre la roche en soi. Puis c'est ce qu'un peu plus tard, justement, j'ai commencé à travailler en génie, j'ai commencé à travailler en Abitibi comme ingénieur de construction, ingénieur chargé de projet. Alors, starté une mine puis justement, c'est le projet que j'ai fait j'ai été chargé de projet pour repartir une mine qui avait Mhm. fermé dans les années 97 dû à Ouais. des effondrements de terrain majeurs. Puis la mécanique des roches dans mes cours, elle m'avait tout le temps beaucoup passionné, mais ça restait que j'aimais énormément de choses. Fait que je Mhm. veux pas, c'était un parmi tant d'autres, mais que j'ai travaillé sur ce projet-là, ben, ça m'a ramené à ce que j'ai toujours beaucoup aimé, puis la raison pour laquelle je t'emmène, c'est les roches. Mhm. Puis là, j'ai voulu comprendre comment que la roche a bougé,
comment que la roche se déformait, puis un peu comprendre ce que j'ai vécu. J'ai vécu des effondrements, j'ai vu de la roche se déformer au fur et à mesure qu'on minait. Puis là, j'étais comme. Puis aussi, on avait une faille qui était majeure, puis comprendre pourquoi que cette faille-là, comment qu'elle interagit, elle est très molle, elle se déforme, puis elle, à côté d'une roche qui est très dure, c'est comprendre un peu toute la dynamique de tout ça, puis ça m'a amené, ultimement, à retourner me spécialiser en mécanique des roches. Ben, en fait, j'ai une question au niveau de justement quand tu disais là, que tu étais chargé de projet, puis que la mine, c'était une mine que vous repartiez des années 90. Est-ce que justement la possibilité que vous ayez pu repartir cette mine-là, est-ce que vous deviez justement avoir plus de data, plus d'informations qui étaient que vous aviez? Est-ce que c'est ça Ouais, qui vous a permis de repartir justement cette mine-là? il nous a fallu plus d'informations, il a fallu récolter de l'information, Mhm. du data, qu'il fallait être conscient de la qualité de la data qui venait de plusieurs années. Il y avait certaines choses qui étaient de très bonne qualité, comme étonnamment la qualité des données géologiques était, pour l'époque, était très bonne. Fait qu'il y a aussi un enjeu de vous ressortir ce qui a été l'information de 20-30 ans. Vous devez la matcher avec l'information que vous avez aujourd'hui, mais en Ouais, n'ayant pas nécessairement la même qualité d'information. Fait que comment, exactement. fait Exactement. que- Fait qu'on a comme, mais là, avec ce projet-là, il faut. Oui, il y avait de la donnée, mais majoritairement, ça a été beaucoup basé sur l'expérience, puis ça a été beaucoup sur la collecte de données au fur et à mesure qu'on avançait. Puis là, quand on parle de données, c'était beaucoup de collecte d'informations, puis de documenter ce qu'on vivait au fur et à mesure pour mieux comprendre où c'est qu'on s'en allait. Fait que, Mhm, oui, il y avait de l'information, mais il y avait de l'information historique, puis de la donnée qui était manquante à ça. Il y avait des données qui étaient manquantes par rapport à où c'est qu'on s'en allait. Fait que oui, il y avait de l'incertitude à certains moments, puis il y avait de la certitude à d'autres. Puis il y avait aussi un peu d'incertitude des fois sur la qualité de la donnée ou de la qualité de l'information avec elle qu'on utilisait pour avancer. Fait que, il fallait souvent valider l'information en annonceur, en, en matchant ce qu'on avait dans des documents versus où c'est qu'on s'en allait, puis prendre les mesures de mitigation nécessaires pour quantifier les risques sur la qualité de la donnée qui n'était pas tout le temps nécessairement fait que dans le de fond, bonne qualité. vous avez de l'information, vous allez à un endroit, vous allez contre-vérifier cette information-là en allant directement à la place, puis vous estimez après ça le risque avec en Oui, matchant les deux, c'est tout ça un petit exactement. En plus, vu que c'était un projet qui n'était pas neuf, qui était dans une mine, habituellement, tu fais des forages, tu estimes un peu le comportement de la roche, tu caractérises ta roche, puis après ça, ben, au fur et à mesure que tu développes, au fur et à mesure que tu crées des ouvertures, tu valides ton information avec tes forages, puis tu avances comme ça. La différence que là, on avait, c'est que c'était une vieille mine qu'on remettait en production. Donc, il y avait déjà eu cette information-là qui avait été cette validation-là entre les forages de géologie versus ce qu'il y a sous terre avec les ouvertures, puis aussi ben, avec tout l'historique de ce qui s'était passé. La roche, comme un peu, comment je pourrais l'expliquer simplement, c'est dans le fond, la roche, quand tu crées une ouverture, la roche, oui, c'est un matériel, c'est un solide, peu. mais elle veut quand même combler le vide parce qu'on est en profondeur, il y a de la pression, c'est comme dans l'eau, dans l'eau, il y a une certaine pression quand tu t'en vas en profondeur, plus tu vas profond, plus ça pèse sur tes tympans. Par Ouais. contre, la roche, ça veut faire la même chose. Plus tu vas en profondeur, plus il y a de la pression, mais c'est un matériel qui est solide. Fait que ça ne va pas se déformer, ça ne va pas changer de pression dans toutes les directions comme dans l'eau. Donc, quand on ouverture, ben, plus on va descendre, les ouvertures qui étaient déjà là, ben, il y avait plusieurs années. Donc, ils peuvent s'avoir déformé, il peut y avoir des blocs qui se sont loussés, puis donc il peut y avoir plus d'instabilité que ça. C'est pas des choses qui vont être documentées ou quoi que ce soit parce que ça va s'être passé sur plusieurs années parce que cette mine-là était fermée. C'est pour ça qu'on descend, on y Mhm. va avec l'information qu'on a, mais c'est pas comme partir d'une mine neuve où que la roche
tu apprends au fur et à mesure que tu avances. Là, tu avances dans des ouvertures déjà ouvertes, que Ouais. tu n'as pas enlevé la roche. Fait que là, il faut que tu avances de manière plus sûre. Il faut que tu te mettes des mesures de mitigation, il faut que tu t'assures que tu avances, puis que tu comprennes comment que la roche s'est déformée, c'est quoi l'influence que l'historique ou la fermeture, l'inaction Ouais. Et, des activités minières qu'il y a eu dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que. Fait que ouais, c'est ça. et, et tout ça, euh, en fait, il y a tellement de variables puis de choses à regarder puis tout ça. Puis il y a aussi, j'imagine, beaucoup d'intervenants dans tout ça. Fait que, comment que vous faites pour gérer justement l'utilisation de cette data-là? Une fois que là, vous avez pu synthétiser, regarder, aller sur le terrain, tout ça, euh, toute cette information-là, comment que vous pouvez justement le travailler? Est-ce que vous répondez à une question, vous allez dans un autre fichier Excel, vous regardez votre réponse, si elle est bonne ou mauvaise? Euh, des logiciels poussés pour faire ce type de travaux-là? Il y a plusieurs approches à prendre, qu'on peut prendre pour. Ben, dans le fond, il y a toujours. Je vais y aller de manière plus simplement pour. Pas juste avec ce projet-là, mais on va y aller plus dans le domaine de la mécanique des roches qui joue avec. À la base, on part avec une incertitude qui est la roche. Mhm, Il y a la géologie, mais il y a de comprendre comment la roche s'est formée, comment que, ça s'est formé sur des millions d'années, avec les magmas, avec les déformations, avec les métamorphismes, les différentes méthodes. Chaque roche est différente, chaque endroit. Puis de connaître à la lettre toutes les fractures qui se sont formées, les déformations plastiques, c'est pratiquement impossible. mhm, Par ouais. contre, on est capable de collecter de l'information, de la donnée, à partir de forages géologiques. Après ça, on est capable de faire, avec l'historique, l'expérience Mhm, qu'il y a dans le domaine, on est capable d'utiliser différentes approches pour estimer le comportement que la roche pourrait avoir. Ce qui est un peu tout le temps basé sur de la statistique, puis un peu comme tu as dit tantôt, sur de mhm, l'interprétation, ce qui est différent de, comme exemple, une pièce d'auto ou du matériel qui est man-made, qui est comme glacier ou des différents alliages. Ben, ouais. les pièces d'auto, tu es capable de quantifier avec précision, après plusieurs cycles d'utilisation, quand est-ce qu'elle va briser. La Ouais, roche, ouais, je comprends. tu n'es pas capable de le faire parce que tu n'es pas capable de voir à travers la roche, tu n'es pas capable de. Tu es tout le temps en 2 dimensions. Tu n'es jamais capable d'être pleinement en 3 dimensions parce qu'il y a Ouais. trop de variables, il y a trop de facteurs qui peuvent engendrer, qui perturbent dans le fond ton interprétation. Il faut tout le temps y aller avec la statistique, se baser sur ce qu'on connaît, puis avancer avec ça. OK. Puis, 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 ce qui arrive, c'est que tu as plusieurs approches. Tu peux partir quand tu as peu d'informations, il mhm, faut que tu partes avec l'expérience. Puis l'expérience vient avec, on appelle ça des approches empiriques, des études empiriques qui ont été faites ailleurs, qui ont fonctionné dans un certain contexte. Puis si puis tu utilises des approches empiriques ouais, des approches empiriques qui tout s'appliquaient à ça, ta situation. puis, mais ça, ces informations-là, est-ce que tu retrouves ça dans des articles scientifiques? Ouais, les études Fait que scientifiques et fait que dans vous, la documentation scientifique. vous sortez, exemple, un document qui ont vécu à peu près avec la même roche, puis là, vous allez utiliser leurs chiffres, puis vous allez les comparer avec les vôtres par la suite? Exactement. Ouais. Non, on va les appliquer à notre situation comme point de départ. Puis après, quand on va avoir plus de données ou qu'on va avancer puis qu'on va mieux comprendre ce qu'on vit, mais là, on va être capable de juger est-ce que cette approche-là, empirique-là, fonctionne à notre cas ou Mhm, on doit trouver une autre approche. Il y a des approches qui sont dites plus analytiques, que ça, c'est des approches que plus
basé sur la théorie puis la physique, comme un bloc qui tombe de manière gravitaire, comment on va le supporter, ben, on va mettre tant de boulons, ben, c'est tout basé sur un volume, une masse, des forces. Fait que ça, c'est les méthodes analytiques, eux autres sont théoriques, Mhm. qui peuvent être appliquées à différentes situations. Puis ici, ça s'applique à notre situation, mais on peut l'utiliser comme encore là. On utilise ces situations-là quand on a certaines données, une certaine compréhension, mais on n'a pas tout à fait assez de données. Ce qu'on peut utiliser, que si on a plus de données, on a une meilleure compréhension, mais que le phénomène est plus complexe à comprendre, ou on veut essayer de mieux le comprendre en essayant de reproduire certaines situations pour avancer, ben on peut utiliser la modélisation numérique. Là, il y a différentes approches de modélisation numérique. Chacune a des limitations. Chacune a. Puis, ben, dans le fond, là, dis-moi si ça ferait du sens, parce qu'après ça, après que tu aies fait justement chargé de projet, tout ça, tu es retourné à l'école justement pour faire de la mécanique des roches, puis tout ça. Fait que qu'est-ce que tu expliques en ce moment, là, la modélisation, puis toutes ces choses-là? C'est-tu des choses que tu as comme développées dans ta maîtrise, puis à se situer plus sur quel sujet, en fait, justement, c'est Oui, ta maîtrise? ben exactement. Tu sais, dans le fond, moi, ce que j'ai fait avec ma maîtrise, c'est là que j'ai été beaucoup plus exposé à. J'ai été exposé à la donnée puis à l'analyse de données quand j'ai commencé avec mon projet, justement, sur l'ouverture, quand j'étais chargé de projet. Par contre, j'étais beaucoup plus un gestionnaire de projet, puis c'était beaucoup plus des données qualitatives plus que des données quantitatives pour régler un problème basé sur la physique, où tout là, je voulais mieux comprendre ce que j'avais vécu, puis j'adorais la mécanique des roches. Puis à la maîtrise, ben là, c'est là que j'ai vraiment été exposé. Que quand on beaucoup en recherche, ben en Mhm, recherche, tu, tu veux répondre à une question de recherche. Tu veux mhm, répondre à une question, tu as une problématique, puis tu veux répondre à la question. Moi, ma question, c'était comment on peut faire pour mieux quantifier les risques structuraux dans les mines souterraines à, à faible élévation ou qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Et ça, c'était ma première question. OK. Ça, c'était ma question que je voulais répondre. Comment je peux faire pour mieux quantifier les risques structuraux, puis éventuellement, mais dans le fond, c'est de développer un outil pour. Tu t'en vas pas avec un clou, un marteau sous terre, regarder, ah, celui-là il rentre mieux, celui-là il rentre moins mieux, je suis à telle distance, là. J'imagine que c'est comment que justement, comment que Exact. tu quantifies C'est exactement ça. Tu sais, vu qu'on est comme dans de la roche, un peu comme je parlais tantôt, ouais, c'est un matériel qui est complexe. ouais, Puis moi, l'objectif de mon travail, c'était de faire de la recherche sur les modèles de fractures en 3D, parce que de la roche, c'est comme des blocs qui sont tous emboîtés, tout ensemble. mhm. Mais l'agencement des fractures qui définissent les blocs varie de type de roche, de gisement, puis aussi avec la profondeur, puis un peu comme je parlais tantôt, avec les déformations, le métamorphisme qui s'est fait. Mais il y a des Wow. méthodes pour estimer le réseau de fractures, ce qui est beaucoup populaire dans les travaux de fracturing hydraulique pour les gaz de schiste ou pour OK, OK, OK. enfouir des déchets nucléaires, quoi que ce soit. Il faut qu'on soit capable de quantifier comment que les fluides voyagent dans la roche, mais pour être capable de quantifier que les fluides, eux autres, ils voyagent dans le réseau de fracture d'une roche. Pour être capable de faire ça, il faut estimer comment qui est Wow. configuré le réseau de fracture. Mais comme je parlais tantôt, on n'est pas capable d'avoir une vision 3D qui va nous dire exactement comment ils sont les Ouais, fractures. Fait qu'il faut trouver une manière d'estimer le réseau de fracture, puis de le quantifier, puis faire différentes. Il y a différentes approches pour le faire, mais à la base, pour être capable de faire ça, il faut aller collecter des données sous terre. Ou ça peut se faire en surface, mais un peu comme je parlais tantôt, on ne peut pas le faire en 3D. ouais, Donc, c'est soit en une dimension ou en deux dimensions. OK. On va faire des relevés pour aller mesurer des joints, des fractures sur des parois rocheuses.
Puis ça, cette information-là, pendant ta maîtrise, c'était vous-même qui allez chercher cette information-là ou il y avait Ouais, la mine qui avait déjà ces données-là? on a utilisé les deux. La mine avait une certaine quantité de données qui OK. avait été relevée d'une certaine approche, qui n'était pas nécessairement, on va dire que c'était de faible qualité de données. Il fallait OK. prendre ces données-là avec un peu plus d'incertitude, comparativement au relevé que nous, on a fait, que moi, je Parce suis que, allé collecter, qui était beaucoup plus excuse-moi, détaillé. c'est-tu par vous, tu sais, vous êtes dans la recherche, vous essayez d'augmenter la qualité de votre data, puis les autres sont un peu plus opérationnels, fait qu'ils se disent hey, si on a cette information-là, on est assez sûr qu'il va rien arriver, donc on ira pas plus loin. Oui, c'est toute une question de. Oui, exactement ça. C'est une mine qui est en opération, c'est une opération, puis collecter de la donnée, en soi, c'est un investissement. Mhm, absolument. Plus tu veux de la qualité, habituellement, ça vient avec plus d'investissement. Mhm, Donc, si tu n'as pas nécessairement besoin d'une certaine précision, tu ne vas pas aller investir pour avoir cette certaine précision-là. C'est exactement ça. Comment ils eh, mesuraient les données, c'était beaucoup visuel. Fait que ouais, visuel, ben, ça varie beaucoup en fonction de l'individu qui va faire la mesure, qui est pas c'est mesurée avec un instrument de mesure, qui est mesuré de manière visuelle, qui est une interprétation. Donc, mhm, ils sont capables d'en prendre plus. Donc, sur un lot, ouais, sur une grande quantité de données, ouais, la moyenne faisait du sens. Par ok, contre, il y avait une beaucoup plus grande incertitude, il y avait une plus grande variabilité ouais, comparativement à les mesures que dans le cadre du projet de recherche, ben, dans un projet de recherche, habituellement, tu essaies d'aller chercher de la donnée. Tu vas chercher, tu veux utiliser le plus de sources de données, ouais, mais celle sur laquelle que tu vas plus te fier, ça va être celle-là qui a le plus de précision. Donc, c'est là que nous autres, on est allé prendre, qui était avec ouais. des instruments de mesure à haute précision, qui permettaient de valider l'information de moins bonne précision. Puis, est-ce que De moins bonne. finalement, vous êtes arrivé avec des constats qui étaient similaires? Oui, on est arrivé avec des constats. En moyenne, on est arrivé avec des constats similaires. Par OK. contre, l'incertitude sur les données de plus grande quantité était plus grande que l'incertitude qui était sur les données de plus petit échantillonnage que moi j'ai collecté, mais de meilleure précision dans le contexte que j'analysais. Moi, j'analysais à un endroit en particulier qui avait quand même beaucoup de données qui provenaient du site partenaire, de la Ouais, mine partenaire du projet, mais les données que moi j'ai collectées, mesurées avec des instruments comme on mesure avec on appelle ça une boussole Brompton, qui est une boussole qui mesure les dips, la direction de pendage, puis OK. avec aussi un clinomètre. Ben, on a aussi utilisé, ça c'était pour valider ce que nous on a fait, que ça c'était la méthode manuelle directement sur le terrain, mais on a Ouais, aussi utilisé des scans LIDAR, des scans 3D, OK. pour ajouter encore plus de précision sur ce que, pour avoir une, parce que c'est moi qui prenais la mesure, mais il y a tout le temps, encore là, c'est un peu la même chose, c'est plus précis qu'à l'œil, Ouais, mais c'est une manipulation qui n'est pas nécessairement, tu sais, qui a une précision environ 5 degrés de précision, plus ou moins 5 degrés de précision, tandis qu'avec le scan LIDAR, ben, la précision est au second de degré près. Là. Ça peut être, c'est ça peut être très, très, très précis. On OK. avait des scans LIDAR qui étaient très précis. On a aussi utilisé un iPad, Ouais, mais avec les LIDAR mobile, on a utilisé plusieurs LIDAR pour tester ça aussi, là, pour tester la qualité de la donnée. Puis plus ton scan est précis, ben, plus la qualité de la donnée est bonne. Fait fait que- on a utilisé plusieurs sources de données pour valider notre information, pour arriver à un constat qu'on était certain de ce qu'on avait. ouais, ouais, Puis ouais. vient après avoir collecté les données, d'avoir fait la statistique descriptive, ben, ben en fait, non. Il faut faire après ça, on utilise les données pour faire la statistique descriptive, puis savoir
Ça, c'est inclut toutes les distributions, des être failles. capable de quantifier, des joints, fait que quantifier la distribution de l'orientation, la Ouais. grosseur des joints, regrouper, faire des clusters de joints de propriétés similaires, qu'on appelle les familles de joints. Mais tout ça, c'est après ça, tu sais, vous avez tout collecté, vous avez des niveaux de précision, vous êtes dans après ça, vous analysez ça dans des logiciels de qui traitent toutes les datas. Comment que vous Non, arrivez c'est à. avec des approches là, de statistiques puis d'estimation de la distribution. Puis Fait oui, on peut les, ben oui, oui, il y a des logiciels qu'on peut utiliser, mais il y a aussi un peu comme je parlais tantôt, on peut utiliser les méthodes analytiques ou développer les propres outils. Moi, j'ai développé mon outil en Python, un code de OK. recherche pour être capable de faire toutes ces analyses-là. Oui, oui, oui. Si on parle de les approches de estimation des distributions statistiques, des joints, on Fait utilise que plusieurs approches qui ont été proposées par des chercheurs dans la littérature scientifique. Il y a différentes approches qui peuvent être utilisées, dépendamment du contexte, dépendamment du type mais de est-ce massif rocheux de joint. mais est-ce que dans le fond, fait que ça veut dire que tu as tes propres outils, tes propres techniques puis approches versus les roches. Euh, Est-ce que ça veut dire un deuxième cristaux pourrait complètement faire la mécanique des roches différemment? Tu sais, exemple, Ouais, un autre ingénieur en mécanique des roches qui programme pas en Python, il va avoir un Top Gun fichier Excel avec tous les mêmes calculs ou euh, comment ouais, ils vont faire? exact. Il peut. Toutes les approches sont bonnes. Python, c'est sûr que la programmation, c'est en termes d'analyse de données, c'est de manipulation des données, de puissance statistique, c'est sûr que c'est un outil qui est plus facile à utiliser, mais dans Excel, ça peut se faire aussi. OK. C'est de la mathématique, puis c'est de la statistique. On s'entend que c'est des équations, puis Donc, fait complètement. Quelqu'un d'autre qui ne fait pas de la programmation peut faire exactement ce que j'ai fait. mais, Mais il n'y a pas de logiciel en soi pour couvrir toutes les approches possibles. Tu fais tes statistiques descriptives, fait ça c'est facile. Parce que ça suit une loi normale, tu fais des tests d'hypothèses statistiques pour valider que tes données suivent une telle distribution. S'ils suivent une telle distribution, bon, ben, tu trouves tes paramètres, puis après, ben, tu peux réutiliser ces données-là pour faire des analyses probabilistes sur ce que tu vas faire. Dans le fond, tu commences par ta statistique descriptive pour arriver à, je ne sais pas c'est quoi en français, euh, là, tu ton l'as en anglais. inferential statistic. Dans le fond, c'est pour être Statistique capable de différentielle. prédire, d'analyser tes données, tes échantillons pour prédire la population. Pour prédire ce que serait la population. Donc, moi, je pars d'un échantillon de plusieurs échantillons de joints Mhm. pour arriver, puis je fais des statistiques j'analyse les distributions pour éventuellement estimer la population. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on appelle ça Ta population qui était tes joints puis tous tes des joints. facteurs. Ouais, pour estimer, comme je parlais, je pars de 2D, Ouais. puis j'essaie d'estimer en 3D. Fait que je Hmm. pars des données que j'ai prises en 2D. Ouais. J'ai fait les statistiques de ces joints-là, des dimensions, des orientations et tout. Puis Ouais. je prends ces statistiques-là pour estimer et arriver à modéliser. Fait que dans le fond, j'estime ce que seraient les réseaux de joints en 3D. Avec, on OK. appelle ça, là, il y a différentes approches de modélisation, mais la modélisation que j'avais utilisée, moi, c'était on appelle ça les District Fracture Network, les DFN. Donc, OK. en gros,
En Fait que façon ça, c'est. simple, c'est de générer des polygones, des, des polygones, des surfaces dans l'espace en 3D qui s'interceptent, qui vont former des blocs, puis qui vont former un réseau de joints Mhm. qui simule le pattern de joints qu'on observe sous temps, à partir d'un échantillonnage qui a été collecté sur le terrain. OK. OK. Et là, euh, ça m'amène à. Donc, tu as tout développé ça, tu as fait justement ta maîtrise pour tes fractures pour les mines pas creuses. Là. Euh, c'est quoi le, le fondement pas Ouais, c'est ça, exactement. creux? Ouais, c'est ça, c'est des mines à low confinement parce que Ah, l'eau qu'on fait, ouais. Puis, ouais, c'est ça, parce que plus on va en profondeur, plus il y a de la pression, mhm, plus le risque n'est pas nécessairement structural, mais il peut devenir plus par la déformation de la roche ou par la sismicité. Actuellement, ce dans quoi puis- je travaille, puis- je ben, travaille c'était dans sûr une que mine qui c'était est. de ça que je voulais emmener un peu aller vers justement ton emploi actuel qui est un peu absurde, qui est complètement l'inverse. Exact. En fait, ça, c'est Puis, complètement autre chose. tu arrives avec ton bagage, tes méthodes de calcul, tes approches que tu as développées, tout ça. Tu arrives de l'école avec ça. Donc là, rendu sur le milieu du travail, est-ce que ça, c'est ton point de départ? Tu commences à faire ton travail à partir de, de ce que tu as développé durant ta maîtrise ou là, sur le marché du travail, tu as une nouvelle approche, une nouvelle façon de traiter ton data parce que j'imagine que tu as autant de variables, sinon plus encore aujourd'hui. Il y a plus de variables dans un contexte différent. Donc, les approches de calcul, les approches d'analyse de la donnée sont différentes. Comme là, les joints sont moins importants OK. que là, je suis dans un environnement à lequel je travaille dans une des mines les plus profondes qui est à 3,2 km. Quand j'ai Mhm. fait ma maîtrise, moi, ma maîtrise, c'était dans un environnement qui était plus à faible profondeur ou qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Donc, si tu crées une ouverture, il y a un risque que les blocs tombent par gravité. OK. À la profondeur à laquelle on est, Mhm. où je travaille, il y a tellement de pression que les blocs ne tombent pas par gravité. Toute la roche, elle a le goût de se déformer tout ensemble. Mais vu que c'est un matériel qui est dur, ça ne se déforme pas. C'est pas du plastique ou c'est pas de l'eau que quand tu t'enlèves ton doigt de l'eau, l'eau elle ferme comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si c'était un matériel qui était très, 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 très visqueux, OK. mais que quand il est contraint à des changements, quand il subit un changement de contrainte, parce que quand tu crées un vide, ça veut faire ça, mais ça ne le fait pas parce que c'est de la roche qui est dure. Fait que les contraintes pour que la roche elle s'auto-supporte ou elle s'auto, ben, fait en sorte qu'il y a des variations. Puis si ces variations de contraintes-là dépassent la résistance de ta roche, Mhm. ça va engendrer des fractures. Ça va engendrer que la roche elle va se fracturer ou des joints, ben, si ça veut comme bouger, ben, tes joints ils vont bouger, mais les joints, c'est pas lisse, là. Ouais, Ça a des aspérités. Ça, ça a une certaine friction. Fait que si ça surpasse ta force qui permet que tes deux joints sont ensemble, collés ensemble, ouais, ben, il va y avoir libération d'énergie. Comme l'énergie qui est autour, qui s'accumule dans la roche, puis qui, à un moment donné, si les pressions ils dépassent la résistance de la roche, elle va casser. Et ouais. si la roche, elle casse, ben, il y a libération d'énergie. Donc, cette énergie-là, cette déformation-là, c'est en soi l'événement sismique. C'est un événement sismique OK. qui va se transférer en ondes dans la roche. Puis ces ondes-là, puis la sévérité de ces événements-là varie en fonction des conditions de terrain, en fonction de la Puis, géologie, en fonction du minage aussi. puis ça, un événement sismique, la roche reprend sa place, puis est-ce que ça peut venir Elle ne reprend pas sa place. Elle change.
Fait que, Elle se déforme. puis en se déformant, les conséquences, dans le fond, de l'événement sismique, est-ce que le tunnel se referme ou ça Oui, va varier exactement. par la pression? Ça va varier en fonction en fonction du terrain puis en fonction de la géologie, en Mhm. fonction du type d'événement, du type de déformation, du type d'événement sismique. Mais globalement, ce qui arrive, c'est que quand on crée un vide, Ouais, ben, vu qu'on est à grande profondeur, il y a nécessairement des micro-déformations. Ces micro-déformations-là, ben, sont, plus la surface est importante, plus la déformation est grande. Donc, plus ta roche autour va changer d'état de contrainte. Donc, plus ces événements-là peuvent être importants. ouais. Mais ça commence par une déformation qui est élastique, tu atteins la rupture, tu crées rupture, événement sismique. OK. Puis après, il va y avoir un autre état, une autre étape de load, on appelle ça du load, de recharge des contraintes qui va créer d'autres événements, d'autres fractures, d'autres fractures. Puis plus ta roche est fracturée, Ouais. plus à un certain moment, elle sera plus élastique. Elle va se comporter de manière plastique. Plus tu es Ça, fracturé, plus tu es capable de bouger. Donc, moins tu vas accumuler d'énergie, moins tu vas accumuler de stress. ouais. Donc, tu vas Fait que, repousser tes contraintes plus loin. fait que ça, c'est positif, quand ça devient plus comme ça. En fait, c'est la réponse de la roche à nos activités de minage, OK. Ouais. au vide que nous autres on crée dans la roche. Et nous, ben, pour empêcher que la roche elle se referme, ben, nous, on met du support de terrain. Excuse-moi de te couper. C'est juste justement, une fois que vous avez fait vos calculs, vous avez fait vos hypothèses, là, vous devez estimer qu'il va y avoir du travail puis tout ça. Ça va être quoi la réponse justement à vos calculs, à vos interprétations? Ça va être justement le support de terrain? Le support de terrain, puis justement, comme si on va plus vers la collecte de données pour valider un peu nos interprétations, on continue toujours à apprendre. Il y a tout le temps des variables. Là, je reviens au fait qu'on travaille avec de la roche. Il y a tout le temps, on n'a jamais la vérité exacte. OK, OK. Puis dans rien, il y a la vérité exacte. Mais avec de la roche, c'est d'autant plus compliqué que des analyses de fluage sur une pièce mécanique ou une pièce de métal. Parce qu'il y a tout le temps des factures qu'on n'aurait pas vues, qu'on aurait manqué, parce que nous, on fait des forages, on fait des trous dans la roche, mais on Exact. n'a jamais le contexte autour. Par contre, il y a plusieurs approches qu'on peut collecter des données. Donc là, je parlais de la sismicité. Mais la sismicité, elle, on a un système microsismique, un système sismique que lui, il collecte toutes les, les vibrations, tous les petits événements comme les très gros, Mhm. qui nous permet de mieux avec différentes approches de calcul, puis euh, avec les ondes sismiques qui sont on a au-dessus d'une centaine de géophones, de sensors sismiques sous terre à différents endroits, qui nous permettent de localiser les événements avec une assez bonne précision, avec la magnitude de cet événement-là. Puis aussi, ben, les waves, les ondes, nous permettent aussi de comprendre c'est quoi le type d'événement qu'on voit. Fait que toutes Fait ces que là, en informations-là, plus de, si j'ai bien compris, là, la roche, tu fais des analyses, des interprétations sur la roche, puis après ça, tu viens rajouter dans les liens à faire pour faire ton évaluation de tout ça, tous les sensors des waves de comment que la roche elle a bougé sous terre. Puis là, ouais. Ben, en fait, les waves nous permettent pour quantifier un événement sismique. Donc, cet OK, événement OK. sismique-là, avec ça, on est capable de faire plein de calculs, on est capable de calculer la magnitude puis la localisation principalement, mais il y a plusieurs autres paramètres sources qu'on est capable de mesurer, comme le moment sismique, l'énergie radiée. On estime ces paramètres-là à partir des ondes
qui ont été mesurés sur plusieurs sensors qui sont localisés à différents endroits dans la mine. Et Ça fait que... en fait, c'est ça, toute cette date-là, où c'est-tu dans, comment vous faites pour aller, tu sais, je veux dire, comment vous faites pour interagir entre toute cette information-là? Est-ce que vous avez, tu sais, sans avoir de logiciel, tu sais, Ça, on a comme un logiciel. Le ça, logiciel, c'est un chien. pour traiter les données des ondes qui proviennent des sensors. Les sensors, eux autres, ben, c'est des senseurs qu'on digitalise l'information du senseur, qu'après ça, c'est envoyé dans un... Ça, c'est tout un logiciel qui nous permet de traiter cette information-là. OK, OK. Après, OK. une fois que on traite tous les calculs, l'analyse des ondes, ça se fait tout avec un logiciel. Fait que ça, c'est Avec, séparé de la mécanique. Tu sais, je veux dire, ben, la mécanique j'imagine. des roches, c'est très, très large. La mécanique des roches, ça peut être très, très large, puis c'est vraiment différent de ce que j'ai fait pour ma maîtrise. Mais si on part de la base, si on revient à la base, la mécanique des roches, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre comment ta roche se comporte. C'est quoi son comportement géomécanique de ta roche après avoir fait, dans le fond, c'est quoi la réponse de ta roche à tes activités de minage, Ouais. au vide que tu crées. À la base, on revient à la géologie, comme on parlait au début. On fait des forages géologiques. Mhm. On est capable de faire différentes approches pour mesurer la résistance de ta roche, son, son comportement mécanique avec des échantillons. On fait des statistiques avec ça, puis on essaie d'estimer comment, comment va être son comportement quand on va créer des vides. OK. La sismicité, Puis ça, cette d'autre évaluation-là, partie, est-ce que c'est uniquement pour la sismicité ou il y a aussi non, pour calculer ce qu'on va avoir besoin en support de terrain? Puis, calculer ce qu'on va avoir besoin en support de terrain, comprendre la séquence de minage pour réduire le risque sismique. Parce que la séquence de minage, il y a une certaine séquence qu'on va exploiter certains chantiers pour éviter les concentrations de contraintes qui peuvent engendrer plus de sismicité. Fait que OK. ça, Donc, on estime ça, puis on analyse ça avant de commencer à miner. ouais. Puis la sismicité, elle, est en réponse à l'activité. Fait que c'est après l'activité de minage. Puis on OK. collecte toutes ces données-là, Ouais. basées sur c'est quoi qu'on a fait pour mieux comprendre la réponse de la roche. Donc après, on est capable d'améliorer la séquence. On est parti d'une compréhension qu'on avait de la roche à partir des données géologiques puis des données de laboratoire qui estiment son comportement, on estime le support de terrain. On commence à miner, on commence à créer les vides, on commence à Mhm. faire l'exploitation. Puis là, si on fait juste parler du support de terrain, bien là, le support de terrain, on regarde comment il se comporte. Est-ce qu'il prend de la charge? Est-ce qu'il va y avoir s'il y a des effondrements? Le support de terrain a atteint la rupture, puis la roche, les murs se sont déformés. Bien, Ouais. on sait que le support de terrain n'est pas adapté aux conditions. Fait, Pourquoi il n'est pas fait qu'il y a un peu adapté? d'essai-erreur. Il y a un peu d'essai-erreur. Il y a de l'apprentissage, donc la documentation, la collecte de données Ouais. pour Puis, améliorer notre compréhension. ouais. Puis après, on peut revoir les designs. On refait les designs, puis on part de la base, comme je parlais un peu tantôt, on part, quand on n'a pas beaucoup de données, il faut partir de quelque part. On part de certaines approches empiriques, on a plus de vécu, on a commencé à miner, on collecte plus de données, oh là, on est capable de changer d'approche pour ultimement arriver à des approches qui sont plus sophistiquées, qui nous permettent d'arriver à prédire de manière plus précise. Je ne veux pas dire de prédire, mais d'anticiper le comportement de la roche de manière plus précise qu'initialement, parce que là, on a plus d'expérience, on a plus de données, donc on a une meilleure compréhension. Donc, on est capable d'aller chercher des outils qui nous permettent de pousser encore plus notre compréhension. C'est un cycle
Et ça, C'est un vous avez. processus itératif. On va dire ça comme ça. Un processus itératif. Ça veut dire quoi un processus itératif? Mais dans le fond, c'est on avance, puis quand il arrive un événement, Ouais, comme un effondrement d'une excavation, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cet effondrement-là, de revoir nos calculs, de revoir ah, ouais, les besoins en support de terrain, puis aussi ben, le support de terrain qui est installé quand on était à 1000 mètres de profondeur, ouais. il n'est pas le même que celui qu'on installe à 3000 mètres de profondeur. Mais pour se rendre à ces changements-là, ben, il y a eu des observations sur le terrain, puis il Ouais, y a eu ouais, des événements qui ont fait en sorte qu'on a adapté notre approche pour avoir une meilleure performance, pour supporter les excavations ou pour designer les excavations dans la mine pour avoir une meilleure performance, à réduire les travaux du sport de terrain ou les travaux d'excavation qu'on a à faire. sais, Ça, comment vous faites en fait, comment vous faites je le vais essayer de. lien entre toutes tes analyses, toutes tes questions, puis après On est ça, correct. dire, Je vais dire que je vais prendre le contexte où que la roche est à grande profondeur, puis que notre roche à nous, elle se déforme, ou elle réagit de manière dynamique, donc avec des événements sismiques. ouais, Plus il va y avoir d'événements sismiques, mhm, plus la roche, ça veut dire qu'elle est dans un état de contrainte qui est plus élevé, puis ton support de terrain, lui, peut être endommagé. Donc, après tous ces événements sismiques-là, le contexte que là, de la géologie, puis mhm. de où est située cette excavation-là par rapport au minage ou à la redistribution des contraintes, on est capable de voir comment le support de terrain va s'être déformé. On est capable de quantifier qu'à l'état initial, c'était une excavation de 5 par 5. Fait que dans le fond, entre les deux murs, il y a, exemple, 5 mètres. Mhm. Mais là, si après avoir pris 2, 3 avances, ben, on est rendu avec un espacement entre les deux murs de 4 mètres. Il y a eu Ouais, une déformation de 1 mètre. ouais, Est-ce que le support de terrain dans le mur est encore bon après une déformation d'1 mètre? ouais. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Donc là, on sait que notre support de terrain n'était peut-être pas adapté. Dans certains cas, comme je dis, la déformation est importante. Mais dans d'autres cas, la déformation consomme ton support. Donc, il faut le remplacer. On appelle ça de OK. la réhabilitation. Donc, on est capable. C'est, oui, d'une part, on fait les calculs initiaux. Ouais, On regarde comment ça se comporte sur le terrain. ouais, Puis c'est la donnée qu'on va aller prendre, c'est beaucoup une donnée par rapport à la déformation. On peut aller, il y a d'autres approches qui peuvent être possibles, qui sont beaucoup plus précises, comme je parlais un peu, j'en reviens avec mon histoire de mesurer les joints ouais. versus visuel versus avec un instrument de mesure. Ben, on peut soit inspecter la déformation visuellement Mhm. ou le faire avec des instruments de mesure. Ouais, Puis on peut aussi avoir des instruments qu'on appelle des extensomètres qui sont installés dans la roche. Ça va détecter, ça va prendre des données en continu ouais. de la déformation. Donc, on est capable de savoir avec précision comment notre support de terrain va se déformer puis se comporte. Ça, c'est des approches qui sont encore plus précises. Par contre, c'est ponctuel à certains endroits. Ah, On OK, c'est ça. on mettra pas des instruments à toutes les Ouais, 2 mètres, là, ou à toutes les 2 centimètres, à toutes les centimètres, ça n'a pas de bon sens. On le ouais. met à certains endroits qui nous permettent de représenter la déformation puis le comportement du Ah, support de ouais, OK. terrain autour ou de la roche autour. Fait que l'instrument peut nous permettre de soit valider quelque chose ou d'être utilisé comme un instrument de, 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 de monitoring pour les actions. Si Très l'instrument bon. il déforme de plus que 4, 4% par jour, ou, non, 4% par jour, c'est quand même beaucoup, Ah, mais si exemple, l'instrument se déforme de manière plus rapide selon un certain taux de déformation,
on peut fermer l'excavation. On ferme l'excavation, puis on attend que ça se calme, ou on Ah laisse ouais, ok. l'excavation, on laisse l'excavation s'effondrer, puis Puis, euh, on fait la réhabilitation, puis on change. Mais si on revient un peu comme tout à ce qui était là, je parlais beaucoup de différentes approches, mais il y a beaucoup l'analyse de la sismicité qui est très importante, qui est la réponse de la roche à nos activités de minage. Puis là, ce qu'on est en train de travailler, qui est quand même vraiment intéressant, qui est une nouvelle technologie qui est, qui est du machine learning, puis qui est de la collecte de données de manière très, très, très précise. parce que Quand on fait des forages, vous autres, justement, tout ce qui est l'intelligence artificielle, vous devez la créer vous-même puis l'adapter, là. Ça doit être tellement spécialisé avec tellement de variables que ouais, justement, vous ben, devez créer vos propres modèles. Puis, ouais, exactement. On crée nos propres. Dans le fond, on utilise différentes approches de machine learning, comme les analyses du clustering, des méthodes de prédiction, utiliser les decision trees ou les neural networks, n'importe quoi. Dans le fond, toute approche qui va nous permettre d'apprendre de nos données puis de prédire mhm, le comportement, ben, il faut être conscient. Comme je parlais tantôt, il y a différents logiciels de modélisation numérique qu'on peut utiliser, ou on peut aussi utiliser l'analyse des données. Ça dépend du contexte, mais il faut tout le temps être conscient que chaque méthode de machine learning ou chaque approche d'analyse de données puis de tout ce qui est de prédiction, il faut toujours être conscient des limitations. Il faut mhm. toujours être conscient que ça l'interpole et ça n'extrapole pas. Si on veut l'utiliser pour extrapoler, il faut en être conscient de c'est quoi les risques par rapport à ça. Mais il y a, dans beaucoup de cas, nos analyses de données qu'on fait, nos analyses de données, c'est principalement nous Puis ça, c'est à partir qui de va votre logiciel que vous allez sortir ça? Parce que là, tu as dit que c'était pour prédire la sismicité. on ne peut pas Donc, vraiment prédire la sismicité, mais on peut l'anticiper. Plus on va anticiper des régions, OK. puis ça, c'est. Non, ça, c'est vraiment plus. Il n'y a pas vraiment. Voilà, on rentre dans un sujet qui est quand même assez complexe, mais Ben, je vais l'expliquer de manière c'est pas ça la simple. nouvelle technologie que tu parlais? Excuse-moi, je Non, pense que j'ai. non, non, OK, non. c'est que ma question est d'abord, j'avais mal compris de quoi tu Non, me c'est parlais. beaucoup. Parce qu'en fait, la sismicité, c'est la réponse de la roche Mhm, aux, aux ouvertures qu'on fait. Mais la sismicité va varier en fonction de quelle unité géologique on va être. Les géologues, les autres, peuvent pousser très loin la compréhension de la roche, mais la compréhension de la qualité de la roche, dans le fond, de caractériser c'est quel type de roche, c'était quels cristaux, puis blablabla, blablabla. mhm. Mais nous, ce qui est important, c'est tout ça, c'est important de différencier tous ces différents types de roches-là. Mais c'est de comprendre c'est quoi dans la roche qui va atteindre la rupture avant l'autre roche. Puis comment deux types de roches vont interagir ensemble, qui se traduit par la sismicité ou qui se traduit dans d'autres mines par des déformations de la roche. OK. Puis ça, c'est ça qui est important. Fait. Dans le fond, on part de la base, on revient tout le temps à la base qu'on a des forages géologiques, puis on crée des ouvertures, puis on est capable d'observer la roche, puis de caractériser la roche. Mhm. Mais il faut la caractériser aussi de manière géomécanique. Dans le temps, ben, dans le temps, depuis toujours, on prend des échantillons, puis on les envoie dans des laboratoires pour calculer la, la résistance en compression uniaxiale, la résistance en compression triaxiale, C'est la ça, la résistance, géomécanique. C'est la ça? géomécanique, exactement. OK, OK, Donc, OK. on a la caractérisation de la roche d'un point de vue géologique, puis Ouais. aussi on a la caractérisation de la roche pour ses propriétés mécaniques, mais sur des échantillons qui Ouais. sont pas tout le temps en quantité suffisante pour avoir un bon portrait de comment la roche pourrait se comporter ou d'être capable de catch c'est quoi qui engendre la rupture en premier. Puis c'est sûr qu'il y a des fois qui est difficile. Par contre, maintenant, on a une approche que c'est des scans de carottes. On appelle ça le core scanning. Que dans le fond, on prend les forages géologiques. Puis OK. c'est un modèle, un modèle Computer Vision Model OK, ouais. qui va caractériser ta roche. Et Ouais, non un ouais, géologue ou ouais.
un humain qui a beaucoup de vagues. Dans le fond, un géologue qui va regarder du quartz, ben, un autre géologue va peut-être dire que c'est un autre type de roche. Ouais. Mais pour avoir la validation de c'est quoi le vrai type de roche, ben, il Mhm. faut avoir des données de XRF ou des données qui vont donner la vraie signature de la roche. Les géologues sont très bons. L'interprétation géologique, elle reste du géologue est très importante. Par contre, Mhm. ce que le scanner va faire, c'est qu'il va, avec grande précision, caractériser Mhm. la roche au millimètre près. Puis de mon côté, moi, ce que je vais être capable de faire, c'est de prendre des échantillons. Là, on appelle ça des point load tests, que c'est des tests de résistance qui sont faciles à faire, qui sont rapides à faire, qui ne prennent pas des grosses presses ou des gros instruments de mesure sophistiqués qui coûtent cher, qui sont en laboratoire habituellement dans les différentes universités. Ça, on est capable de le faire sur le terrain. Et là, je suis capable de collecter beaucoup de quantités de données et de comparer ces données-là avec une grande précision de la donnée qui va avoir été prise avec le scanner. On appelle ça le core scan. Donc, je vais être capable de mesurer beaucoup de données de résistance qui, en magnitude, n'est peut-être pas précise. Mais vu que Mhm. j'ai beaucoup de données, je suis capable de, me, de mesurer la variation de la résistance le long du forage. Puis après ça, je vais être capable de trouver avec le core scanning qui donne une quantité d'informations sur la quantité d'éléments qu'il y a en chrome, en carbone, en toutes les quantités d'éléments qui sont retrouvés dans des mesures on appelle ça les mesures de XRF. Bien, ça va permettre de donner beaucoup de données puis d'être capable de trouver des corrélations. Mais Parce que moi, avec. c'était justement ça ma question. En fait, j'essayais de m'imaginer. Là, je me disais, hey, des fois, juste retrouver une facture, tu la cherches dans trois, quatre dossiers, si c'est pas bien classé, là, tu vas la chercher, puis là, comme, tu cherches un morceau de papier. Là, j'écoute ton histoire, puis je me dis, OK, là, tu as ta machine qui va analyser les carottes. Elle envoie du data à une place. Après ça, tu as ton géologue qui va faire son analyse, qui écrit des choses que lui, j'imagine, qui envoie son information à une autre place. Ouais, Là, après, là, après ça, toi, tu as besoin de tout prendre cette information-là, puis corréler ça ensemble. Fait que comment que tu fais pour. Ben, tu sais, justement, la joke de la facture, que des fois, tu la trouves même pas, là, tu sais, je veux dire, parce que tu sais plus dans quel dossier. Comment vous faites pour que tout ça vous. C'est une quantité incroyable d'informations puis de bien différentes sources. ça, c'est des bases de données géologiques. C'est tout Mhm, avec des bases de données qui sont toutes. Ça, c'est quand même, avec l'histoire, c'est quand même assez structuré, là, avec le temps. Fait que mais tout est basé sur. C'est tout avec des bases de données. Oui, mhm, ça provient de différentes sources, mais ça revient tout le temps au même forage. Tout revient au même forage. Puis un forage, ben, c'est un trou dans l'espace avec une orientation, une déviation. Il y a tout le temps des déviations. Puis mhm, avec une mesure de position dans le forage. Si le forage, il y a 300 mètres, puis je prends mes mesures, on caractérise le long du forage, bien, on sait que le géologue va dire que entre la mesure 250 et 250,25, le 25 cm mhm. qu'il y a là, c'est une veine de quartz. Et on le sait que dans son log, dans la base de données, que lui, bien, il va prendre la mesure, il va dire from to from 250 to 250,25, Ouais. quartz. Fait Tel que- type de joint, tel type d'affaires, tel type d'affaires. Le core scanning, le Ah. scan va faire la même chose, mais avec une Mhm. précision, avec une beaucoup plus grande précision. Mais il ne va pas te donner toutes les mêmes informations. Tu sais, le Puis core scan ne va pas ta donner clé unique est toujours ton trou numéro 7. le trou numéro 7. Fait que vous parlez. Dans le trou numéro 7, il y a telle orientation, telle position. Avec Hmm, l'orientation et la position, mais après ça, la position le long du forage, on mhm. est capable après ça d'estimer la position dans l'espace.
puis de rattacher à cette position-là ou à cet intervalle du forage-là, on est capable d'ajouter l'information à ça. En fait, d'ajouter de Ah, l'information géotechnique, avec les forages que moi je peux aller, les mesures de résistance que je vais faire. Ben, le géologue va avoir passé dessus, va avoir caractérisé d'une manière. Le core scan va avoir ajouté énormément de données pour mieux caractériser cette même roche. Et moi, après, ben, je vais faire mes échantillons, mes cassages, mes mesures de résistance le long de ce forage-là, que je vais aussi ajouter à, même, à ce même forage-là, cette même position-là, cette même intervalle-là dans l'espace. ouais. Puis je vais ajouter ça dans la base de données. Ta clé unique, c'est ton forage, son Mm. orientation, puis où tu es dans ton forage. OK, fait que vous bâtissez tout le temps avec la même base de données que vous alimentez, puis vous faites grossir avec plus de détails selon l'expertise de soit l'appareil ou le travailleur X là, qui ferait ça. Exactement. Puis là, si Oui, je reviens avec mon affaire d'interpolation, ben, ouais. si on voit un pattern qui est similaire, puis là, on revient aussi que là, moi, je peux ajouter de la sismicité qui va être proche, des structures des joints, puis Mhm. des variations de résistance. Et là, je veux tout analyser ça pour être capable de comprendre c'est quoi qui va atteindre rupture avant tel autre type de roche. Donc, si plus en profondeur, ben, je retrouve ce même pattern de roche-là, avec ce même pattern de résistance-là, ben, je vais être capable de m'attendre à un même comportement sismique, à un même risque dynamique que quand on va venir développer ou on va venir miner autour de cet environnement, cet endroit-là, qu'on a déjà vu ce comportement-là avant avec ce même contexte-là, avec ces données-là. Si je retrouve ces mêmes données-là, ben je sais que j'ai un indicateur, Ouais, c'était ça. je peux anticiper qu'il va y avoir de la sismicité là. Est-ce que deux zones identiques, là, tu sais, même chose, un point A, un point B, tu fais un tunnel, il y a de la sismicité. Est-ce que tu es sûr à 100% qu'il va se produire la même chose si tu fais le même tunnel dans le point B? Non, Ah ouais, c'est ça, même ça en plus, ben tu non, peux pas être certain. tu peux pas être certain parce que tu ne sais pas, ta roche, est-tu vraiment pareille? Mais T'estimes mettons, une masse de roche. hypothétiquement, c'est identique. Est-ce que tu peux t'attendre 100% ou tu vas rester à un 99% de hey, ça se peut que ça se Non, passe pas ça pareil. se peut que ça se passe pas pareil. Ah ouais, c'est ça. Il y a Puis, tellement, là, on peut rentrer là, dans toute l'incertitude qui vient. C'est si on a excavé de manière, il suffit d'avoir juste excavé de manière un peu différente, d'en avoir mis des explosifs plus puissants, ça va facturer plus loin dans ton ah, rock. Puis tu as installé ton support de terrain de manière juste un peu différente, ce qui fait en sorte que la concentration de contraintes locales autour de ton excavation peut varier. Tu changes l'état de contrainte, tu changes le pattern de sismicité. Puis si un joint que tu avais manqué, une faille que tu avais manqué, ben, le comportement change. Fait qu'il y a tellement de variables. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas vraiment prédire. Ben, je dis ça comme si. Les sismologues n'aiment pas dire prédire la mhm, sismicité parce que tu ne prédis pas un événement sismique. Tu prédis un comportement. Tu anticipes un comportement. Puis tu mets les mesures de mitigation en place pour ne pas exposer les travailleurs à mhm, ce risque sismique-là où tu designs tes infrastructures, ta séquence de minage, le support de terrain qui est installé, l'exposition des travailleurs pour réduire ce risque-là. Fait que non, tu n'es jamais capable d'arriver avec précision, tu ne serais jamais capable de prendre pour un même si à un point A, ce qui n'arrivera jamais, mais si à un point A, tu as le même contexte, les mêmes données qu'au point B, si dans de mhm. la roche, ça n'arrivera jamais, là, parce que tout est hétérogène. Mais il y a tellement de variables que non, tu n'arriveras jamais au même comportement. Par Mhm. contre,
on est capable d'anticiper un comportement similaire. Donc, les mesures qu'on va mettre en place devraient être en mesure de couvrir ces deux cas-là qui se Mhm. ressemblent, mais que fondamentalement, ils ne sont pas identiques. Ouais, ouais, ouais. Mais vu qu'ils sont similaires, Mhm. on est capable d'anticiper à l'avance ce qui va se passer ou le risque qu'il va avoir. Donc, adapter notre méthode de minage selon le contexte ou selon les risques. Intéressant. Puis, euh, toi, comment tu vois justement le futur de ton travail puis avec toutes ces données-là? Ouais. Ça, c'est quand même ça, c'est la grosse question que, en ce moment, dans certains domaines ou certaines choses, on est rendu très avancé sur les analyses de données. Mhm. Comme dans d'autres, c'est pas accessible à tous. Puis à la base, ben, dans les mines, on est souvent très archaïque, où on est souvent le petit qui traîne un peu en arrière dans la classe, qui suit pas qui suit pas tous les autres domaines dans le monde, là. Qui ne Ouais. suit pas nécessairement la science parce qu'on fait beaucoup d'argent puis on est très lucratif, mais on est une, on est de la production. Mais tu sais, même là, je parle des mines, mais même dans le monde en général, on a beaucoup d'approches, Mhm. mais c'est quand même très spécialisé encore. Tu sais, c'est pas tout le monde dans le monde qui est capable de programmer. Puis les outils d'analyse pour analyser la donnée, puis tu sais, les chat GPT de ce monde, ben, Mhm. ChatGPT, là, maintenant, c'est un outil qui est très bon parce qu'on a, on a donné la possibilité à un peu monsieur, madame, tout le monde à Ouais. utiliser des outils d'intelligence artificielle. Mais Mhm. si on veut développer nos propres outils qui sont adaptés à notre propre situation, c'est pas Exact. ouvert à tous parce que c'est beaucoup, ça revient que c'est la base, c'est des statistiques Mhm. sur des données qui ont été collectées. C'est toujours ça, la machine learning, l'analyse de données, c'est toujours ça. Fait que c'est Exact. pas accessible tant que ça à tout le monde. Fait que moi, je pense que le futur de l'analyse de la donnée ou de tout ça, c'est d'être en mesure de développer des outils que un peu tout le monde va être capable d'utiliser pour analyser leurs données, mais Mhm. aussi de partir de plus profond que ça, puis d'enseigner ça à nos jeunes, d'utiliser les données jeunes, tu sais, dans l'enseignement de la mathématique, parce que les analyses de données, c'est des analyses statistiques, c'est des analyses, c'est de la mathématique. On est capable d'analyser un problème. Quand on apprend avec les mathématiques directement à l'école jeune, on apprend c'est quoi nos variables, c'est quoi la problématique, c'est quoi les variables qu'on connaît, c'est quoi les variables qu'on ne connaît pas, comment on peut régler le problème avec les variables qu'on connaît, puis faire varier les variables qu'on ne connaît pas pour trouver la solution. Les analyses de données, c'est exactement pareil. C'est un Exact. problème mathématique, c'est un problème en soi simple, Mhm. mais qu'en tant que tel, il devient complexe avec tout ce qu'on fait, mais ça peut être Exact. simplifié puis être appris à un jeune âge pour Je permettre à pense- ces gens-là d'avoir une meilleure facilité ou une meilleure ouverture à l'analyse des données. je trouve ça vraiment bien puis intéressant que, comme tu dis, on dirait avant de connaître la programmation puis le machine learning, la statistique, c'était comme je sais pas à quoi ça peut me servir, je sais pas pourquoi que, tu sais, je veux dire, si on aurait dit que c'était juste nos deux, trois profs que eux autres qui faisaient de la recherche puis qu'ils analysaient nos sondages statistiques tout ça, puis t'es comme ça me sert à rien là, tu sais, d'apprendre ça. Puis fait que je trouve ça intéressant de justement de dire jeune de comment qu'on peut faire pour à quoi que ça va nous servir d'apprendre cette statistique-là, puis de après ça, pouvoir potentialiser toute cette information-là. Là. Fait que non, c'est vraiment. Exactement, tu sais, ça peut partir jeune, mais tu sais, la statistique, à un moment donné, c'est quand même des équations qui sont complexes, mais tu sais, juste une régression linéaire. Mhm. La régression linéaire, c'est AX plus B, on apprend ça au secondaire. Ben, en tant que tel, c'est de l'analyse de données. 100%. C'est du machine learning. Exact. C'est juste de le voir de manière plus ouverte sur la donnée et non sur une approche de calcul en particulier. Comment on peut régler un problème? Parce que comme quand tu me demandais,
tantôt, si tu me prends moi, est-ce qu'il y a un deuxième moi qui est capable d'arriver avec la même solution, mais en ayant pris un chemin différent? Ben oui. C'est un peu la même chose, hein. En mathématiques, on apprend un peu ça aussi, mais tout vient tout le temps autour de la donnée. C'est tout le temps question de c'est quoi qu'on connaît, c'est quoi nos variables connues, puis c'est quoi nos inconnus, comment on peut régler notre problème en jouant avec les deux, puis l'approche qui vient avec. Mais c'est tout le temps, les variables connues puis inconnues, c'est tes données, au final. Puis de voir la mathématique dans un sens comme ça, pour arriver à mieux comprendre à plus vieux ou dans notre vie en général, Ouais. de comprendre tous les outils qui sont à notre disposition. Et c'est important de comprendre que ChatGPT, c'est pas. Ça a ses limitations. C'est pas la vérité Ouais. même, parce que ça vient des données